Bonjour Harold, Bonjour Jean-Paul, comment ça va? très bien et toi? Ça va, super, au Ça va top. bien? C'est top. En tout cas, moi je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que Également. on s'est vu plusieurs fois et on a eu le temps vraiment de discuter, d'apprendre à se connaître. Et j'ai notamment assisté à un de tes networking que tu organises une ou deux fois par mois, je crois, c'est ça? C'est ça, exactement ça. Le dernier était sur la psychologie de l'épargne. Et je Ouais, crois qu'il y a un prochain pour le mois de juin. Et on en parlera tout au long de la vidéo, je pense. exactement. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Paul. Donc, je suis salarié depuis 7 ans et depuis à peu près un an, je suis slasher. Ça veut dire que je cumule plusieurs activités. Et depuis cette année, donc avec notamment l'essor euh, le petit succès que j'ai eu un peu sur quelques plateformes de réseaux sociaux, je me suis lancé vraiment dans une mission claire, celle d'aider les salariés à mieux comprendre leur argent pour qu'un jour, ils n'aient plus besoin de vivre essentiellement que de leur salaire. Voilà. Et c'est dans cette optique-là que je reçois plusieurs professionnels de la finance comme Harold pour nous parler d'argent simplement, sans jargon, et pour comprendre dans notre pays, en France, les leviers possibles pour se créer du patrimoine et pour avoir d'autres sources de revenus. Voilà. Très clairement. Du coup, voilà, je te propose euh, de commencer rapidement. Donc, en fait, si tu peux te présenter, hein, simplement, que ceux qui ne te connaissent pas puissent avoir la chance de te connaître. Ouais, super, bah merci pour l'introduction Jean-Paul. Et moi du coup je suis Harold Allais. Mm, Je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. C'est-à-dire que moi j'ai ma propre entreprise, j'ai mon propre cabinet de gestion de patrimoine et d'éducation financière. Qu'est-ce que je fais exactement? C'est-à-dire que j'accompagne les personnes, des salariés, des indépendants, des dirigeants d'entreprise à mieux gérer mm, leur épargne, à mieux gérer à connaître un peu plus leur situation et à atteindre leurs différents objectifs financiers. Ça peut être différents types d'objectifs, ça peut être investir dans l'immobilier, ça peut être mm, optimiser sa fiscalité, ça peut être générer des revenus complémentaires pour plus tard, préparer sa retraite intelligemment, de manière efficiente, et plus globalement, apporter justement cette éducation financière aux personnes, leur permettre de mieux comprendre en fait quels sont les outils qui sont à leur disposition par rapport à leur épargne. Est-ce que véritablement il y a d'autres choses à faire que par exemple accumuler de l'argent sur des livrets jusqu'à ce qu'ils mm. soient pleins et se dire bon ben j'investis, je vais acheter un appartement, je vais acheter ma résidence principale. Est-ce qu'il n'y a pas des manières d'optimiser? Est-ce que c'est véritablement un objectif de vie? Est-ce que c'est Ouais. vraiment ce qu'il y a de plus efficient? Et en fait, moi, je les aide à vraiment décortiquer tout ça. Il n'y a pas de bonne ou Mm. de mauvaise réponse à la fin d'un audit patrimonial. L'idée, effectivement, c'est de trouver les vraies réponses qui soient les plus adaptées aux objectifs de chacun. Et moi, du coup, moi, je les accompagne dans toute cette partie-là de leur Sur vie. toute cette partie intéressante, quoi. En gros, c'est vraiment un accompagnement sur tout au long de la vie, tout au long de l'évolution de la personne, que tu fais également salarié comme entrepreneur. C'est Euh, ça, c'est ça. Comme je peux accompagner des personnes qui viennent de démarrer dans la vie active et qui veulent mm, mettre le pied à l'étrier en se faisant accompagner intelligemment par un conseiller professionnel, tout comme je peux accompagner des personnes un peu plus âgées, un peu plus assises en fait dans leur vie, mais qui ont peut-être avoir d'autres besoins. Par exemple, financer les complètement. études des enfants, organiser leur Mm, transmission justement du patrimoine parce qu'ils en ont créé, et de le faire mm. Le intelligemment. faire intelligemment, ouais. Et du coup, moi, je peux accompagner tout type de profil. Aussi même des Ouais. profils qui sont jeunes à un moment donné, mais après, les choses se passent dans la vie. Par exemple, ils rencontrent quelqu'un, ils se marient, ok, quelles incidences ça peut avoir, ils veulent acheter une première maison, ensuite ils vont avoir un enfant. Et en fait, moi, je peux les accompagner parce que là, notre réalité patrimoniale évolue tout au long de notre vie. Mm. Et donc, du coup, être accompagné sur le long terme, c'est quelque chose qui, selon moi, tout le monde devrait avoir ce que j'appelle, on va dire, un médecin du patrimoine. Parce que Ouais. selon à quel moment on est dans notre vie, il peut y avoir des choses qui évoluent, comme je l'ai indiqué. Et donc, d'être Ouais. régulièrement suivi par un conseiller, c'est quelque chose qui est véritablement une plus-value. Mais en fait, moi, de ma vision un peu de salarié, je vais rentrer un peu dans la caricature, hein, mais c'est fait exprès.
pour essayer notamment de s'adresser aux salariés et de répondre à ça. Souvent, on se dit qu'on ne va pas aller contacter un expert du patrimoine parce que on se dit qu'on n'a pas les revenus qu'il faut. Est-ce que pour toi, il y a en fait une limite de revenus? Parce que j'ai entendu certains autres professionnels qui ne prenaient que des clients à partir d'un certain montant, 100K, 200K, 500K, etc. Alors, très très bonne question, Jean-Paul. Alors, évidemment, si la personne, par exemple, est au chômage, etc., ça va être compliqué. Si Mm. la personne est effectivement au SMIC, ça peut être compliqué. Mais en fait, le plus important, c'est véritablement de comprendre en fait sa situation budgétaire. Concrètement, moi, ça m'importe plus de savoir si la personne est en capacité par rapport à son budget, par rapport à sa vie de tous les jours, de savoir si elle est en capacité de mettre régulièrement de l'argent de côté, Mm. plutôt que fondamentalement son salaire. Parce que moi, typiquement, je peux avoir des personnes qui gagnent 5 000 euros par mois, mais qui dépensent 6 000. Ils sont tout le temps à découvert, du coup. Mm. Comme je peux avoir des personnes qui gagnent 2 000 euros par mois, mais qui mettent 500 euros de côté tous les mois. Ouais. Donc en fait, ce qui va avoir plus d'importance et ce qui va vraiment faire la différence, c'est plutôt la manière dont les personnes gèrent leur argent et leur capacité à mettre de côté régulièrement, que ce Mm. soit, que ce soit quelque chose qui soit ancré psychologiquement chez eux, d'avoir cette facilité à mettre de côté, Et cette rigueur, notamment cette dans la rigueur. mise en de côté. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que moi, en tout cas, hein, ce que je préconise souvent, c'est qu'avant d'aller voir un gestionnaire de patrimoine, il faut d'abord savoir quel est ton net mensuel, avoir des habitudes d'épargne et de gestion de ton argent qui soient saines. Et moi, c'est là où j'interviens en fait avec ma société, c'est que j'aide les salariés à comprendre leur épargne, à épargner stratégiquement pour se sortir en fait un net mensuel. Ce que j'appelle le net mensuel, c'est ton salaire moins tout ce que tu payes, tout ce que tu dépenses durant le mois. Pour moi, le net mensuel est plus important que le salaire parce que c'est ce qui te montre exactement ta situation réelle, ta capacité réelle d'épargner. Parce que comme tu l'as dit, hein, je connaissais beaucoup de gens qui gagnaient 5 000 euros et qui dépensaient tellement qu'ils étaient dans le rouge parce qu'ils n'avaient pas cette psychologie de l'épargne, cette Exactement, fameuse exactement. psychologie de l'épargne. Mm. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette capacité à savoir mettre de côté, à avoir Mm. cette éducation financière de l'importance de mettre de côté, déjà pour soi, pour les aléas du quotidien, et ensuite pour se constituer un patrimoine par la suite, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus important que le salaire en tant que tel. Donc Mm. typiquement, enfin, moi je vais véritablement accompagner les personnes, et comme tu l'as dit, hein, qui vont avoir ce côté-là, enfin, de cette habitude de mettre de côté. Et en fait, on peut se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine à n'importe quel moment hein, de sa vie. Moi, l'idée, effectivement, c'est de démocratiser la gestion de patrimoine. Plutôt que de se dire, je vais attendre d'avoir, par exemple, 100 000 euros de côté pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Mm. Bah, faisons appel à un conseiller de gestion de patrimoine à partir du moment où tu as tes habitudes de mettre de côté pour construire intelligemment ce capital de 100, 150 000 euros ou plus que tu veux constituer, du coup. Complètement. Et quand tu dis démocratiser, est-ce que tu ressens que par ton expérience, le métier de gestionnaire de patrimoine n'est pas très encore accepté dans certaines populations, si je peux dire ça comme ça. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori Mm. sur ce métier-là, dans le sens où déjà l'accessibilité à un conseiller, les gens pensent que ben ça peut coûter, je sais pas, 1500, 2000 euros pour faire un audit patrimonial. Alors oui, il y a des gros cabinets qui sont établis sur la place parisienne et qui font payer effectivement leurs honoraires de manière assez importante. Et à juste titre, hein, parce qu'il faut pas non plus, enfin, faut pas du tout dénigrer ce genre de choses. Ils sont tout à fait dans leur droit de rémunérer leur expertise. Ce sont des très très gros cabinets qui font justement, enfin, très bien leur travail. Par contre, effectivement, il y a aussi des gestionnaires de patrimoine indépendants comme moi, du coup, qui ont tout aussi une très bonne expertise. On va revenir un peu sur mon parcours après. Et qui justement, enfin, peuvent proposer justement des audits patrimoniaux offerts
afin justement enfin, de donner la possibilité aux personnes de faire un point sur leur situation patrimoniale et de Mmh. de leur proposer une situation adaptée. Alors évidemment, les leviers vont être moins élevés si la personne a 5 000 euros de côté plutôt que si une personne en a 50 000, on va pouvoir moins Mmh. justement organiser et diversifier. Mais pour moi, je me dis qu'il y a toujours des possibilités. Mmh. Je comprends tout à fait. Et en plus, c'est super intéressant de revenir hein, sur ton parcours, hein, tu l'as dit, parce que moi j'ai assisté notamment à ta masterclass, si je peux appeler ça comme ça, et j'ai été très surpris positivement d'apprendre que voilà, tu ne t'es pas jeté dedans comme ça. C'est quand même ton métier depuis très 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 longtemps. Bah en fait, moi j'ai travaillé, en fait j'ai un master 2 en droit immobilier, que j'ai eu en 2018 du coup. Et moi, j'ai Mhm. travaillé dans l'immobilier pendant 7 ans après ça, puisque j'étais en alternance déjà une année avant ça, et je travaillais en tout ce qui était acquisition immobilière, investissement immobilier pour des sociétés, et je faisais du suivi également en termes juridiques, du coup, donc j'ai été juriste pendant un moment. Mhm. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable de projet en investissement immobilier, quoi. Surtout pour le B2B, c'est-à-dire que c'était entre des sociétés qui vendaient des immeubles, des sociétés qui voulaient en acheter. Et moi, effectivement, j'étais le lien, j'étais le chef de projet qui gérait en Mhm. fait les acquisitions d'immeubles, les investissements, signait les contrats, etc. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai 7-8 ans d'expérience dans l'immobilier et dans l'investissement immobilier. Et après, je me suis formé sur tout ce qui était assurance, crédit, fiscalité, en parallèle de mon activité salariée. Et du coup, après, je me suis lancé en total en 100% indépendant par la suite, il y a un peu plus d'un an, du coup. Et qu'est-ce qui a fait que tu te lances notamment sur la partie B2C, si on parle des personnes? L'idée, effectivement, de faire un travail qui est un peu plus proche de l'humain, Mhm. un peu plus proche des gens, parce que lorsqu'on fait du B2B pendant 5-6 ans, parfois en fait on perd un petit peu, on va dire, le sens de certaines priorités ou de certaines réalités. Je m'explique. Euh, on va par exemple vendre, enfin acheter un immeuble de 150 appartements pour 30 millions d'euros. On parle business, on parle chiffres, on parle clause contractuelle, etc. Mais en fait, on perd un peu de vue que à la fin, l'immeuble, en fait, il doit être destiné en fait à accueillir des personnes, des locataires. Mhm. Et en fait, parfois, en fait, les locataires ou les propriétaires sont plus des lignes sur un Excel plutôt que des personnes à qui on pense Ah, lorsqu'ils qui on mettent. délivre un service, quoi. Et on n'est pas en fait dans le service, on est dans le Mhm. business. Mhm. Et moi, effectivement, au bout d'un moment, enfin, j'étais plus aligné. Il y a du boulot pour tout le monde et c'est très très gratifiant de faire ce genre de travail. Néanmoins, moi, j'étais plus aligné par rapport à moi ce que je voulais. Je voulais vraiment être plus proche des gens Mhm. et justement de répondre à des vraies problématiques concrètes des personnes de la vie de tous les jours. Et surtout que, en fait, selon même les chiffres qui sont récents, en France, on épargne beaucoup. On épargne beaucoup, mais on n'investit pas beaucoup. C'est ça. C'est ça, en fait, la France a un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe. En Mhm. moyenne, les Français épargnent 18% de leurs revenus. C'est-à-dire que si on gagne 2000 euros par mois, les Français sont en capacité de mettre près de 400 euros de côté chaque mois pour un salaire de 2000 euros. En moyenne. Mhm. Et après, aussi un autre chiffre, c'est que environ 80% des Français épargnent régulièrement et 20% des Français, ben, du coup, n'épargnent pas ou elles sont à découvert. Mhm. Ça veut dire que statistiquement, 8 personnes sur 10 épargnent régulièrement. Et qui est en fait un vrai levier là, derrière, et accompagné, parce que moi, quand on va vers Londres, parce que je travaille aussi, je- ce que j'ai remarqué, c'est que dans la culture anglophone, tout ce qui est épargne, tout ce qui est investissement, c'est quelque chose de normal, quoi. C'est comme si t'as allé acheter ta baguette. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, etc. Et les gens n'ont pas peur même de pouvoir mettre de l'argent sur les entreprises, mettre de l'argent sur les marchés. Euh, Même aux États-Unis également, hein, c'est pareil. Et en France, il y a un peu cette peur-là forte qui se fait ressentir. Et tu n'as qu'une petite partie de la population qui a été comme ça, éduquée comme ça, à investir, à épargner.
bien et à faire des placements, mais qui a reçu l'éducation un peu autre, hein. Mais le reste, c'est assez difficile Mm. de parler d'épargne, de parler d'investissement, de pouvoir comprendre, voilà, leurs finances, quoi. C'est tabou, on va dire ça. Bah justement, enfin en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai vu une stat passer en plus ce matin. C'était le dernier rapport de l'AMF, du coup, de l'autorité des marchés Mm, financiers, qui est de fin d'année dernière, du coup, mais qui a été publié récemment. mm, Euh, il indique que seulement un quart des Français, donc 25% des Français, ont investi dans des produits financiers type assurance vie en unité de compte. Quand je dis unité wow, de compte, c'est des ok. actions, c'est-à-dire investir sur des actions, ou alors sur des sociétés Ah, cotées dont le but c'est de faire de l'investissement ou des fonds d'investissement. C'est-à-dire mm, qu'effectivement, seulement 25% de la population, aujourd'hui, hein, fin 2024, selon l'AMF, a investi du coup sur des entreprises, sur les marchés financiers. mm, Et effectivement, moi je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en matière de pédagogie, parce qu'investir sur les marchés financiers, ça veut pas dire risquer tout son capital, ça veut pas dire que l'on va tout perdre forcément. Faut le faire intelligemment. Il y a effectivement des risques, mais on peut les maîtriser. Et effectivement, derrière, il y a des très belles choses qui sont possibles. euh, donc en fait, si tu veux bien, on va passer en fait à la partie 2, hein. Donc on parle, on fait un focus un peu sur les salariés. Donc aujourd'hui, on a tous été salariés, hein. On, on entend souvent beaucoup de choses sur l'investissement, sur le fait de placer son argent, parce que placer de l'argent sur un marché qui fluctue, ça fait peur, etc. Pourquoi, selon toi, la majorité des salariés n'investissent pas? Pour moi, par un manque de connaissances, Mhm, déjà. Pourquoi est-ce que la plupart des salariés n'investissent pas? Enfin, vraiment, pour moi, c'est un manque de connaissances et un manque justement par rapport à la psychologie de l'épargne, un manque de détermination de combien est-ce que je dois sécuriser en épargne de précaution de sécurité et combien je peux me permettre d'investir par rapport à mes projets. Donc en fait, un manque de connaissances, un manque de définition de ces objectifs, du coup, ainsi que aussi un véritable horizon de placement. mhm, Par exemple, imaginons que, par exemple, tu me dises, bah, moi, je veux me générer 1000 euros de revenus complémentaires dans 10 ans. Tu veux te générer 1000 euros dans 10 ans, ok, très bien. Et j'ai 10 000 euros et je peux mettre 500 euros de côté, par exemple. Bah là, effectivement, on peut travailler une stratégie pour faire en sorte de te générer ces 1000 euros de revenus complémentaires en adaptant des choses, en comprenant aussi ton niveau de risque, niveau de risque que tu es prêt à accepter pour accroître le potentiel de ton rendement, parce que plus tu prends des risques, plus ça peut aussi être rentable. Mais effectivement, après, il y a des personnes qui me disent, eh ben écoute, moi, je veux avoir un complément de retraite, mais je veux pas prendre énormément de risques. On peut quand même investir en prenant beaucoup moins de risques. Et ce sera plus rentable que, par exemple, des livrets qui sont plafonnés ou qui, justement, enfin, ouais. dont les intérêts sont identifiés et Et en fait, décidés, garantie, hein, garantie. et C'est décidés. ça, garantie par l'État. Alors, garanti par l'État, oui, Mhm. mais Comme aussi, le livret en A, fait, etc. l'État a aussi la main pour décider en fait de les baisser. Par exemple, je prends un exemple du livret A qui est aujourd'hui à 2,4%. Il y a quelques mois, il était à 3% pendant quelques temps, donc les gens pouvaient se dire que Ouais. c'est intéressant parce que c'est pas fiscalisé. Au mois d'août, il va très probablement baisser à 1,7%. Ça veut dire que c'est également l'État, c'est la Banque de France qui ont la main mise en fait sur en fait la rémunération de ces livrets. Donc en fait, Mhm. notre argent est véritablement aux mains, enfin en tout cas le taux de rémunération de notre argent est aux mains de l'État. Alors que si on Mais, définit son propre horizon de risque, son profil de risque, bah en fait, on a plus de maîtrise en fait sur nous, combien va nous rapporter notre argent parce qu'on bah, accepte ça. en fait, moi, je comprends ce que tu es en train de dire, mais là, on rentre vraiment dans du jargon, dans des termes assez lourds. Pour ceux, par exemple, qui découvrent et qui ne comprennent pas c'est quoi un horizon de placement, qui ne comprennent pas c'est quoi, en fait, un profil de risque, un taux de rémunération, le taux d'intérêt sert à quoi, qu'est-ce que ça veut dire si j'y mets 1000 euros dans un compte d'épargne à un taux à 2, 4, etc. Voilà.
la Banque de France, la banque, donc voilà. C'est peut-être un peu beaucoup d'informations comme ça, mais juste pour reprendre un peu tout bout par bout, c'est qu'aujourd'hui, en tant que salarié, nombreux hésitent à investir, nombreux hésitent à mettre leur argent parce qu'ils estiment que bon, l'argent, hein, est durement gagné. Ça, c'est clair et c'est le cas de tout le monde. Et du coup, le mettre en banque, c'est aussi un réflexe qu'on a tous pour remplir ses livrets, comme tu le disais, parce qu'on se dit qu'il est en sécurité et qu'on se contente seulement des taux de rémunération de nos livrets. Mais quand on dit taux de rémunération, simplement expliquer, ça veut dire quoi pour toi? Comment tu pourrais traduire ça? En fait, c'est ce que l'argent va te rapporter. Hmm. C'est-à-dire que placer son argent, pourquoi est-ce qu'on place notre argent en banque? La banque va te dire, bah en fait, si tu places cet argent sur tel livret, en récompense du fait que tu aies accepté de placer cet argent avec moi sur ce livret, on va rémunérer en fonction de la somme d'argent que tu as placée. Hmm. Tout simplement, de manière très simple, qu'on dit Voilà, de manière très simple. Hmm. que un livret rapporte 2,4%, typiquement, ça veut dire que pour 1000 euros placés, à la fin de l'année, la banque va nous rémunérer 24 euros. D'accord. Donc là, c'est vraiment très très clair. Et les autres peurs que moi que moi j'entends, que je continue d'entendre, etc. C'est de se dire, bah, le livret, c'est hyper sécurisé, mais quand on connaît un peu l'investissement, on se rend compte que c'est pas assez, que il y a d'autres produits d'investissement qui sont disponibles, sur lesquels on peut notamment se diversifier et avoir plus de rendement. Ce que je dis, j'utilise des mots jargon, mais comment on peut traduire ça? Euh, Qu'est-ce qu'on entend par rendement? C'est quoi un rendement? C'est quoi les autres produits financiers à part l'épargne qu'on a de disponibles aujourd'hui? Genre deux ou trois qui nous permettent de diversifier l'argent qu'on veut mettre de côté au lieu de seulement le mettre dans un livret qui est peu rémunérateur, si on peut dire ça comme ça. Bah alors en fait, c'est une bonne question qui est aussi un peu difficile à répondre dans le sens où il peut y avoir il y a des dizaines de solutions possibles. Si tu veux Mhm. déjà, je vais prendre ça étape par étape. Alors déjà concernant le rendement que l'on peut avoir sur justement d'autres solutions de diversification et d'investissement, le rendement va être lié à la valorisation, enfin des actions dans lesquelles on va investir. Je Je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. Est-ce que tu peux me donner le nom d'une entreprise que t'aimes bien? On va dire LVMH. LVMH, ok. Euh, Si effectivement tu achètes une action LVMH qui coûte par exemple 1000 euros, tu vois, t'en achètes une. Si effectivement, enfin, LVMH fait une très bonne année et que on considère que la valeur de la société LVMH augmente, du coup, bah en fait, les 1000 euros vont augmenter. Si on va dire que la valeur de la société MVMH augmente d'à peu près, on va dire, de 10%. Voilà. Bah à la fin de l'année, toi, les 1000 euros que tu auras mis, ils vont prendre 10%, donc tu auras 1100 euros. Tu vois. Et en fait, ton capital va être toujours lié en fait à la valeur de l'action dans laquelle tu as investi ton argent. L'idée, effectivement, c'est de le faire intelligemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des sociétés qui prennent de la valeur continuellement depuis 30 ans. Il y en a qui baissent, il y en a qui remontent. L'idée, effectivement, c'est de diversifier le plus possible. C'est son argent. Parce que plus on a de piliers différents, mieux en fait on va pouvoir gérer et répartir son argent. Mais en tant que salarié, qu'est-ce que je gagne à me dire, bah tiens, on va dire je gagne 2500 euros par mois et que j'ai un livret A qui est presque rempli. Mhm. Qu'est-ce que je gagne à diversifier, donc à sortir mon argent de mon livret A, aller ailleurs? Parce que ça a fait parfois peur de se dire, bah tiens, je veux ouvrir un compte ailleurs. Donc un compte auprès d'une société qui va me permettre de placer sur les marchés, où je vais passer par Harold pour le faire pour moi. Ça a fait quand même peur.
Mhm. Je m'expose à quoi en faisant ça et qu'est-ce que j'y gagne finalement? Alors, l'idée, effectivement, bah, j'ai envie de dire, faut avoir conscience, si tu me permets de rentrer un petit peu plus dans le détail, faut avoir conscience de la nécessité de se sécuriser financièrement, au global. Bon, déjà, il y a les livrets réglementés, donc livret A, livret développement durable. Ce sont des livrets qui sont plafonnés en montant. Ce sont des livrets, on ne peut pas aller au-delà de 22 950 euros pour le livret A. On ne peut pas aller au-delà de 12 000 euros pour le livret développement durable. Pour le livret d'épargne populaire, l'LEP, on ne peut pas aller au-delà de 10 000 euros. Et en fait, ce sont des livrets, en fait, on ne pourra pas globalement dépasser certains plafonds. Parce ils sont tous limitants en montant. Pourquoi? Et l'État, en fait, les limite aussi volontairement en montant pour garantir le plus possible, en fait, le versement des intérêts. Pourront pas enfin, verser 2,7% si chacun a 150 000 euros dessus, quoi. En termes d'équilibre, ça marche pas. Donc, en fait, au bout d'un moment, on se retrouve forcément limité. Et l'idée, effectivement, ce serait de se dire, bah, en fait, de raccrocher, en fait, un objectif à une épargne. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ce que je préconise dans ma volonté de démocratiser la gestion de patrimoine, c'est de faire ce qu'on appelle de la gestion par objectif. Si tu me dis que moi, j'ai 20 000 euros sur mon compte, mon livret A, que moi, tout va bien dans ma vie et que moi, je me pose pas la question, je me prends pas la tête et que je me pose pas de la question de mon avenir financier, de comment est-ce que sera demain, est-ce que véritablement, enfin, je pense pas avoir besoin d'un matelas de sécurité, je pense pas avoir besoin de diversifier, avoir 23 000 euros sur mon livret A et 12 000 euros sur mon LDD, donc 35 000 euros. Je peux voir venir sur toutes les situations, je suis serein, j'ai confiance, j'y arriverai tout seul. Dans ce cas-là, je te dirais très bien. Il n'y a pas de souci. Pas d'intérêt à faire appel à moi, évidemment. Si typiquement, par contre, tu te poses plus de questions en te disant, bah, en fait, on est sur un monde qui est peut-être un peu incertain, que le fait que tu sois salarié aujourd'hui, c'est une chose, mais c'est pas garanti que tu puisses non plus être salarié toute ta vie. Il peut y avoir des aléas de vie, il peut y avoir aussi des enfants, il peut y avoir un changement, une retraite à Des préparer, licenciements, hein, des un licenciements, licenciement, quelque etc. chose, tu vois. Et que du coup, en fait, tu veux préparer de manière la plus intelligente possible toi, ton avenir financier, ne pas être dépendant justement d'une situation, de ton environnement, et de plus organiser justement la gestion de ton patrimoine afin d'être sécurisé, de te sécuriser financièrement véritablement, bah là, effectivement, il y a quelque chose à voir. L'idée, Mm. effectivement, comme je dis, c'est de la gestion par objectif, c'est qu'en fait, on met des objectifs. Je veux générer 2000 euros de revenus complémentaires dans 20 ans. Avant 50 ans, je veux 1500 euros par mois de revenus de mes investissements. Pour la retraite, je veux un complément de retraite de 2500 euros. Ça, en fait, ce sont des objectifs. Ce sont des objectifs long terme sur lesquels on va travailler. Mais en fait, le plus important, ce sont les objectifs. Un objectif, c'est quoi? C'est un montant et ce qu'on appelle un horizon de placement, c'est-à-dire quand est-ce que je veux avoir ce montant? Le montant et dans combien de temps je veux l'avoir. Je peux poser une question là sur cette partie qui est super intéressante. Euh, Si je reprends bien tes mots, tu parles vraiment d'objectifs. En fait, ce sont quasiment des objectifs de vie C'est ça. qui vont influencer dans quoi on place et sur quel euh, produit financier et sur quel ton de ton, sur quel niveau de risque on met l'argent pour en bénéficier quand. Hum, Aujourd'hui, tu as parlé de plusieurs choses. L'environnement professionnel est assez mouvant. En France, on voit qu'il y a beaucoup de choses hein, qui se passent. Hum, Aux États-Unis, j'avais reçu un invité semaine dernière qui parlait notamment des layoffs. Les layoffs, ce sont les licenciements de masse. Euh, donc, on connaît tous qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis un emploi massif des nouvelles technologies hein, qui savent mimer l'intelligence humaine
et qui euh, occupent les postes des juniors d'abord, ensuite des seniors, qui peuvent faire leur travail nuit et jour sans prendre de congés, etc. Donc on parle notamment de l'IA, qui n'est pas négatif, mais qui, en fait, qui est positif, hein, à la base, mais qui peut être utilisé négativement, si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce que ce mec-là, il a bossé à la Silicon Valley, il a fait 12 ans dans la tech, donc il a une certaine expérience, une certaine vision. Il a bossé sur les premiers modèles, notamment d'IA, et aujourd'hui, il s'est fait dégager de son entreprise sans qu'il le sache. Comment ça s'est fait? J'ai été assez surpris. Il me dit, Jean-Paul, j'ai fini l'année, on est en décembre 2024, je passe le nouvel an avec ma famille, tout se passe bien. Il gagnait quoi? Il gagnait 250 000 dollars, 300 000 dollars par an. Et en janvier, voilà, c'est le bonne année, c'est le retour au bureau, tout se passe bien, on travaille sur les projets, mais on avait un carnet de commandes, on avait des clients qui étaient là, etc. Tout allait bien, mais personne ne pensait qu'on pouvait se faire dégager. Et en 21 janvier, je crois, euh, ils ont reçu le fameux mail pour, voilà, et du coup, il fallait qu'ils laissent son PC, qu'ils dégagent, quoi. Donc, avec notamment, je pense, ce qu'ils appellent des sévérances. C'est voilà, une somme d'argent qu'on te verse pour te dédommager, si je peux expliquer ça comme ça. Et aujourd'hui, ça fait depuis janvier qu'il vit sur ses économies. Parce que tu connais les USA, hein, c'est pas partout quand on a le chômage et ça ne fonctionne pas vraiment comme en France. On a quand même encore peu de Et chance en France, c'est on n'est pas dans complètement. cet extrême. Ah ouais, non, mais aux États-Unis, j'y suis allé et j'y vais régulièrement, mais c'est vraiment la loi de la jungle. Hmm. Euh, les États-Unis, en fait, cette loi de la jungle, elle pousse vraiment les gens à, à, à prendre en main leurs finances. Là-bas, c'est très culturel. Hein. T'as en fait en compte des parts d'entreprise, c'est le Roth IRA, je crois, qui est rempli à fond, que tu remplis à fond. Tu as vraiment une culture de l'investissement, une culture du side hustle, du slasher, ce que je disais au début. Et je lui ai dit, bah, quand tes économies vont finir, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, moi, mon but, c'est de retrouver un emploi avant que mes économies terminent, sinon après, je ne sais pas ce que je fais, quoi. Je vends ma maison, je vends ma voiture, etc. Et du coup, ce que tu disais, on s'en rend pas souvent très compte, surtout pour des gens qui sont sur les mêmes postes depuis longtemps. Moi, en France, pour avoir fait du conseil, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, notamment certains qui étaient là depuis 22 ans et qui se faisaient en fait éteindre en quelques semaines. Donc avec un joli chèque, hein, mais le joli chèque, il va finir. La vie reprend, tu as encore 10 ans avant la retraite. Et à un certain âge, c'est difficile de retrouver un emploi, surtout que tu as des prétentions hautes, etc. Et la majorité, c'était des gens qui n'avaient pas préparé ce que tu dis, qui n'avaient pas une grande épargne, qui avaient tout investi dans leur résidence principale, qui avaient des enfants encore en âge d'aller à l'école, qui n'avaient pas terminé leur parcours. Et ces gens-là, ils se disaient, bah tiens, je prends le maximum de thunes possible en salaire, rien ne va m'arriver. Mais à la retraite, ils se retrouvent dans de grandes difficultés parce que la retraite, moi, j'ai calculé ce que j'aurais à la retraite si j'étais à salaire constant. En- le montant me fait peur. Le montant me fait peur. Donc, avec le niveau de vie qu'on a en étant actif, forcément que tu as besoin d'un complément de revenu à la retraite. Ça, c'est évident. Bah justement, par rapport à ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je veux rebondir avec une donnée, du coup. 60% des Français ne savent pas exactement combien est-ce qu'ils auront à la retraite. Pourtant, c'est facile à voir. Pourtant, c'est facile à voir. Hmm, Mais justement, c'est une donnée qui peut être mouvante. C'est-à-dire que tu fais la simulation à 30 ans, c'est pas la même que quand tu as 45. Ça dépend hmm. toujours, en fait, au fait dire, de la fluctuation de tes revenus. Néanmoins, enfin, cette donnée, pour moi, elle est assez édifiante. 60% des personnes ne savent pas exactement combien ils gagneront à la retraite. Moi, souvent, quand je leur dis que la retraite à taux plein, je vais pas aller trop dans le détail là-dessus, mais euh, en gros et très très vulgairement, on va gagner que à peu près 50% de nos revenus, de la moyenne de nos revenus sur les 20 meilleures années, 25 meilleures années. 6, 7 fois sur 10, la réaction c'est toujours la même, c'est ah bon, je savais pas. Ah,
Et effectivement, c'est ça. Et moi, je vais revenir aussi sur un autre point. C'est que je pense que la culture financière, elle se développe plus qu'on est dans un État qui est véritablement comme les États-Unis où il y a pas Hmm. énormément de filets de sécurité. Le fait que dans la France, on soit sur un État qui soit globalement ce qu'on appelle un État-providence, où euh, justement on donne, enfin, on voit la sécurité sociale, euh, tout ce qui est médicaments, transport, école publique et tout. En fait, on n'a pas forcément cette habitude de se prendre en main financièrement parce que depuis qu'on est petit, on est élevé dans une société où l'État, en fait, fait beaucoup de choses pour nous. L'État va en grande partie faire en sorte que l'école soit globalement gratuite, même s'il y a des frais de scolarité, mais ils sont dérisoires par rapport à des frais de scolarité qu'on peut payer aux États-Unis, par exemple. Que les transports en commun, ben, peut-être que le billet de métro qui est à 2,50 € aujourd'hui, peut-être que sa valeur réelle, c'est peut-être 6 7 €, hein, mais que l'État prend en charge une bonne partie avec l'impôt, du coup, qui est collecté pour réduire, enfin, justement, cette facture. Oui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en Hmm. fait, C'est vrai. en mettant tout ça bout à bout, en fait, en fait, on n'a pas, en fait, psychologiquement, cette culture de se prendre en main financièrement parce qu'on se dit, bon, au pire, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours l'État. Et ça, je l'ai Hmm. beaucoup, hein. Ouais, j'aurai toujours la retraite de l'État, ouais, j'aurai toujours il y a la sécurité sociale, ouais, si je suis malade, ouais, enfin, j'aurai de quoi C'est faire. Mais en une fait, folie. il peut y avoir des limites à ça, c'est-à-dire que moi, demain, enfin, il y a des réformes de retraite tous les 2 ans en moyenne, hein. Je sais pas de quoi Hmm. sera faite la prochaine réforme de retraite. Je sais pas en fait si la réforme des retraites, enfin, la retraite telle qu'on la voit aujourd'hui, est-ce que ça existera de la même manière, dans le même fonctionnement et sur les mêmes dispositions dans 20 ans? Ça, j'en sais rien du tout. Hmm. Et donc, du coup, d'avoir des certitudes aujourd'hui, la certitude de faire confiance à 100% à l'État-providence pour me garantir ma sécurité financière dans 20 30 ans, moi, je trouve que c'est un pari. C'est un pari risqué parce que c'est déjà un pari risqué lorsque tu te dis que tu seras peut-être en bonne santé pendant tout ce temps, parce qu'il y a aussi le facteur de la santé. Mhm. En France, on a un gros taux, on a un taux élevé de personnes, comment dire ça? En fait, j'ai vu un rapport récent qui disait que on avait vraiment un souci sanitaire au niveau des maladies mentales. Voilà, il y a un gros souci par rapport à ça, notamment par rapport à diverses choses, hein. Le climat est très anxiogène quand on ouvre la télévision. Moi, ça fait, je crois, 5 ans que je vois pas ma télévision, que je regarde pas de télévision, sinon t'as peur, t'es angoissé, etc. Ah, mais tu fais rien si Et tu... aussi, les gars, Ah, tu ne fais jamais rien. Si tu regardes la télévision, le monde était censé s'écrouler déjà il y a 5 ans, quoi. c'est ça, voilà, genre le monde s'écroule, etc. En tout cas, moi, c'est vraiment fou, hein. Je pense que aussi c'est ton cas. Et, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une augmentation des violences au travail. Ce matin, j'ai été en train de lire une demande de conseil d'une personne qui écrivait, qui se retrouve, en fait, qui est reconnue comme salarié handicapé et qui malheureusement se propose un peu de se faire dégager gentiment avec 12 mois d'indemnité parce que la société va mal, tu vois. Et du coup, cette dame-là, elle a un emprunt, elle a un enfant seul, c'est une femme seule, elle a 53 ans et elle a subi plusieurs opérations par rapport à son handicap et elle ne peut plus même aller travailler parce que son taux de récupération physique est très faible. Ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Et, et tu vois que pour ce genre de personnes, ben, en voyant son profil, hein, on a discuté, etc., elle a très peu d'épargne, elle n'a jamais investi, elle a bossé quasiment toute sa vie pour payer sa maison. Et aujourd'hui, si par exemple sa boîte fait faillite, elle aura peut-être 12 mois d'indemnité avec le salaire qu'elle gagne actuellement. Et après, c'est tout, tu vois. Et après, c'est tout. Donc, elle aura peut-être une aide, vu qu'elle est reconnue travailleur handicapé, de l'État, je crois, elle disait que c'était 300 € par trimestre ou pour un certain type de handicap, Ouais. mais ça ne paye pas les factures, ça ne paye pas le crédit de la maison, et surtout, bah, qu'est-ce qu'elle fait? En gros,
voilà, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversé. Et tu te rends compte que les accidents de la vie, parfois on se dit, bah tiens, on est jeune, on s'en fout, etc. On a la force, on va toujours trouver une solution, mais tu ne sais pas ce que la vie peut te préparer. Tu ne sais jamais dans quel état tu peux être demain. Voilà, dans quelles conditions physiques tu peux être demain. Et pour moi, c'est là où on voit tous les sens même de l'importance de l'investissement, de l'importance de travailler avec des gens de confiance comme toi pour nous suivre tout au long de notre vie en disant, Harold, je suis salarié, j'ai peur, euh, j'ai envie de sécuriser ma famille au mieux possible. Donc on parlait notamment de la mort aussi, même si c'est un sujet tabou, des frais de succession qui sont hyper chers. Il y avait quelqu'un à la mort de son père qui n'avait qu'une résidence principale, hein, comme bien, bah, il s'est vu payer des dizaines de milliers d'euros en frais de succession parce que Et son père juste, n'avait pas prévu ça. et justement, enfin, ça, ce qui arrive souvent, hein, c'est que les personnes achètent justement leur résidence principale et disent c'est bon, moi, entre parenthèses, je vis d'amour et d'eau fraîche, je fais ma vie, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai sécurisé mon foyer. Ok. Hmm. Au décès, si les choses n'ont pas été bien optimisées, ben en fait, le foyer va devoir payer des frais de succession qui peuvent être parfois assez élevés, du coup. Ça peut aller jusqu'à 30% enfin, de la valeur de la maison. Si la valeur vaut Wow. 500 000 euros, si la maison vaut 500 000 euros, tu fais le calcul, ça peut aller vite, quoi. Euh, Wow. et en fait, du coup, dans ce cadre-là, ben, en fait, les enfants doivent se retrouver à vendre la maison. Donc, en fait, tu as Complètement. travaillé Beaucoup le pendant toute font. ta vie pour Hmm. faire cette maison. Tu as fait un emprunt que tu as payé avec les intérêts d'emprunt que tu as payé très cher. Tu arrives à la cinquantaine, soixantaine, tu as fini de payer ta maison, tu te dis, de toute façon, enfin, j'ai ma maison, ma famille est sécurisée, tu décèdes, ta famille, pour payer en fait, les droits de succession, doit vendre la maison. C'est triste. Et effectivement, ben, si justement on n'est pas accompagné là-dessus, enfin, ça peut. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas au moment où les problèmes arrivent qu'il faut se poser la question, ah, qu'est-ce que je dois Hmm. faire? C'est anticiper le plus possible ce genre de situation, parce que la mort, ça va arriver, hein. C'est pas une éventualité, hein, ça va arriver, hein. Beaucoup. Il y a qu'une chose, moi, il y a une seule chose dont je suis certain, c'est qu'on va tous mourir, Complètement. et que donc, vaut mieux s'y préparer de manière intelligente, surtout si on a une succession, si on a des enfants, autant Hmm. faire les choses de manière intelligente. Il y a aussi des gens qui veulent aussi protéger leurs parents, leur famille, leurs oncles, leurs Complètement. frères et tout. Mais tout ça, en fait, ça s'organise. On peut pas faire des donations, on peut pas de dire, bah moi, je donne 100 000 euros à mon cousin. Il y a des cadres. Et en fait, j'en avais eu le cas d'une personne, c'était pas moi, c'était un autre conseiller qui avait géré ce sujet-là, qui avait envoyé pendant des années 10 000 euros par-ci par-là à un de leurs cousins dans un autre pays. Euh, Et en fait, le fils qui est revenu à la charge en disant, bah non, Ah ouais. là c'est des donations déguisées, en fait, vous nous devez 15 000 euros, etc., par rapport à tout l'argent que vous avez envoyé. Wow. En fait, l'idée, effectivement, c'est que tout n'est pas possible, mais se faire accompagner, justement, pour organiser tout ça, ça a véritablement un vrai impact. Parce que la vie s'arrête pas à acheter sa résidence principale. La vie s'arrête pas à me dire, bon, euh, je peux envoyer de l'argent, je peux loger mon cousin, mon oncle, etc. et tout. Il y a d'autres choses à côté qui peuvent être mises en place pour se sécuriser et qui permettent de Mhm. globalement en fait de sécuriser ben, pas que soi, mais aussi sa famille, sa descendance et de se mettre à l'abri aussi en cas de coup dur, quoi. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que nombreux, en tout cas, le découvrent que quand ils ont un proche qui est décédé. Et là, ils sont pris d'une haine terrible parce que à la douleur de la perte de proche, bah, s'ajoute le fait qu'il faut sortir la carte bleue, quoi, tu vois, Pour sortir la carte pour bleue, il payer faut les... vendre. Voilà. Faut Ouais. vendre. Enfin, ça prend du temps de vendre C'est potentiellement. terrible. C'est Et, terrible. Et pendant ce temps, bah, tu as des charges qui s'accumulent, il faut continuer à payer, et les c'est charges vraiment s'accumulent, mais on terrible. paye pas du coup, potentiellement parce que si on n'a pas les moyens, on paye pas les charges. Du coup, elles Mhm. s'accumulent et en fait, elles vont être déduites du prix de vente. Donc en plus des frais Mhm. des droits de succession, il faudra payer les charges de copropriété, il faudra payer aussi les frais de notaire, il faudra payer aussi l'agent immobilier qui aura vendu et qui prend un pourcentage aussi. Au final, peut-être que ça 40%, 50% de la valeur de la maison.
va Mm. passer dans des charges, quoi. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Et du coup, on en parle parce que parfois, en tant que salarié, voilà, on est la tête dans le guidon. Genre, voilà, on ne vit que pour notre entreprise. On ne prend pas le temps. Parce que voilà, t'es pris du lundi au vendredi de 9h à 19h. T'as que le week-end pour respirer. T'as pas le temps de t'informer sur ce genre de choses. T'as pas le temps, en tout cas quand tu le prends pas, euh, pour planifier ce qu'il faut planifier. Du coup, j'avais en fait le cas, un cas en fait hypothétique, hein, d'une personne qui gagne 2 700 € par mois et qui, avec ces 2 700 € par mois, est capable de d'économiser 500 €. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles de faire de ces 500 € pour que dans quelques années, cette personne ne puisse pas essentiellement que profiter, que vivre essentiellement de son salaire? Alors déjà, ben, très bonne question. Alors 2700 €. Cette personne, elle est mariée, pacsée, Elle est mariée, pacsée, enfin avec... Non, pacsée hmm, ou mariée? pacsée, pardon. Pacsée. Donc 2700 € net Hmm. après impôt. Après impôt, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Euh, et son conjoint, sa conjointe gagne aussi la même chose, c'est ça? Oui, la même chose, oui. Ok. 2 500 € net, 2 700 € net après impôt. Donc 2700 € net après impôt, ça revient à 38 000 € annuels net Hmm. avant impôt. Le cumul des 12 Ok. mois sur une année. Et en fait, ça, c'est son revenu imposable. Donc en fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est combien est-ce qu'elle paye d'impôts parce que c'est important parce que les placements sont pas forcément les mêmes selon notre niveau d'imposition. Tu vois? Oui, complètement. Parce que, en fait, c'est très important de savoir combien tu payes d'impôts parce qu'on ne peut pas forcément préconiser la même chose si tu payes 15 000 € d'impôts, 10 000 € d'impôts, ou 5 000 € ou pas du tout d'impôts, tu vois. Mais si on part sur le principe qu'ils paient, par exemple, 2 000 € d'impôts par an à deux. Alors, s'ils sont à deux, à part s'ils ont fait Ouais. quelque chose d'extraordinaire, moi si je fais un calcul rapide, s'ils gagnent tous les deux 2700 € net et qu'ils sont pacsés, ils sont plus aux alentours des 8 9 000 € d'impôts annuels. À deux. D'accord, wow. À deux, d'accord. Wow. Donc, parce qu'en fait, s'ils sont à 38 Ok, 000 chacun, fois 2, ça fait 72 000 € de revenus complètement. s'ils sont pacsés, du coup. Alors oui, effectivement, il y a deux parts, du coup. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail du calcul fiscal, Oui, complètement. mais en gros, ils vont payer entre 8, peut-être 8 et 9 000 € d'impôts à deux, quoi. Il faut avoir Mhm. ça en tête. Il faut avoir ça en tête parce que plus justement on augmente en rémunération, plus on paye d'impôts. Donc la question c'est est-ce que eux ils veulent optimiser leur impôt en même temps qu'ils investissent et quelle est leur raison de placement? Parce que si on paye 9 000 € d'impôts, peut-être qu'on peut se dire bah moi j'aimerais peut-être payer moins d'impôts. Mhm. Et si je peux payer moins d'impôts et investir par exemple pour ma retraite, là effectivement, là on a deux objectifs déjà. Coupe paxé 2700 € net par mois, qui paye 8 9 000 € d'impôts. Et en fait, c'était une question à voir. Est-ce que vous voulez payer moins d'impôts? Ou est-ce que ça vous va très bien comme ça? S'ils me disent oui, là, ça me donne une indication. Ok. Vous voulez vous créer un complément de revenu pour être confortable pour, par exemple, la retraite. Ou est-ce qu'on voudrait? On voudrait pas mettre tous nos œufs dans notre même panier. Vous avez déjà acheté votre résidence principale? Oui. Ok. Ou alors, effectivement, non, mais c'est un projet dans 3 4 ans. Ok. Bah dans ce cas-là, effectivement, pour que ce soit efficace, ils peuvent mettre 100 € chacun. Déjà, en fait, moi, déjà, s'ils sont deux, je fais une stratégie de couple. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, la stratégie sera pour le couple. On va mettre les choses en place individuellement, mais la stratégie sera au global pour le couple. S'ils peuvent me dire qu'ils peuvent mettre 500 € chacun, ça fait 1 000 €. Et dans ce cas-là, on va mettre une partie, par exemple, on va mettre la moitié pour pour créer un apport pour acheter sa résidence principale, potentiellement, dans 3 ans. On se met un objectif, on doit acheter la résidence principale dans 3 ans. L'objectif, c'est de se créer un apport en mettant, par exemple, 500 € par mois pour le couple, donc 250-250, pour les 3 prochaines années. 500 € x 3, enfin, x 12 x 3.
Ça fait qu'on met 6 000 € de côté par an. En 3 ans, on a mis 18 000 € de côté. Ce qui est une somme pas négligeable, hein, quand même, pour un apport, c'est quand même bien. Ça peut faire un apport sympa, C'est déjà. Si ouais, typiquement, c'est quand même sympa. on est sur 10% d'apport à peu près, ce qui est en moyenne ce qui demandent les banques sur les dernières années, quoi. Ouais, En fait, on peut acheter un bien de résidence principale d'une valeur de 180 000 euros. ouais. 1 200 000 euros, quoi. Parce que, Et à côté de ça, donc là, typiquement, si on a plusieurs objectifs qui est, par exemple, optimiser sa fiscalité parce qu'on paye beaucoup, investir pour acheter sa résidence principale dans 3 ans et profiter de la retraite, ben en fait, les autres 500 euros, parce que s'ils peuvent mettre 500 € chacun de côté, mais 500 euros pour se créer un apport, et les autres 500 euros, on peut les mettre sur un plan d'épargne retraite, par exemple. hmm, Un plan d'épargne retraite qui va permettre de diminuer notre impôt. Le fait d'investir dans un plan d'épargne retraite, un PER, ça permet de toutes les sommes qu'on investit, de diminuer un pourcentage de son imposition. Pas forcément entrer trop dans le détail. L'idée, effectivement, c'est que c'est une somme d'argent qui va évoluer, qui va se cumuler jusqu'à la retraite. Et très simplement, si on se dit que la retraite est dans 20 ans, par exemple, si on met 500 € par mois sur un plan d'épargne retraite pendant 20 ans, sans forcément prendre trop de risques, en moyenne, on peut se créer près de 200 000 € de revenus complémentaires. c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal pour, en plus, bah, t'as quand même du temps jusqu'à la retraite. Et en fait, nombreux disent que vaut mieux commencer tôt à investir, mais il n'y a pas d'âge pour commencer à investir. Il n'y a pas d'âge. Après, plus l'horizon de placement est lointain, plus justement, en fait, on peut Hmm, gagner de l'argent, concrètement. hmm, Et si typiquement, enfin là, en faisant cette chose qui est très simple, c'est-à-dire qu'à deux, mettre 1 000 € de côté à deux, sachant que si, enfin, on est encore une fois dans les taux moyens de ce que les personnes peuvent mettre de côté, quoi. Tu m'as dit 2 700 €, les Français mettent en moyenne entre 18 et 20% de côté, en moyenne. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur taux moyen d'épargne, quoi, chacun. hmm. Donc on met 500 € chacun, donc ça fait 1 000, vraiment. En mettant 1 000 € à deux de côté, bah en fait, dans 3 ans, on peut acheter une résidence principale qui vaut peut-être 180 000 euros, et en 20 ans, on peut se créer 200 000 euros de revenus complémentaires avec un plan d'épargne retraite, tout en optimisant un peu sa fiscalité. Si la valeur de la maison, on va dire qu'elle reste à peu près égale, ça fait une maison qui vaut Hmm. 200 000 et un patrimoine financier qui vaut 200 000 dans 20 ans. Ça fait 400 000 € de patrimoine, on est parti de zéro. Ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, au final, souvent, certains se disent, bah tiens, on est trop vieux, c'est bon, c'est pas la peine. Mais finalement, il faut penser aux enfants. Et il faut penser aux enfants. Parce Ouais, qu'après, faut derrière, en ouvrir. fait, avoir du patrimoine financier, ce sera toujours plus simple à gérer, à transmettre que, on va dire, de l'immobilier qui, par définition, en fait, si on veut transmettre de l'immobilier, il faut vendre. Hmm, Alors, organiser intelligemment sa succession. hmm. Non, complètement. Bah, en fait, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange qui est très, très intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu peux donner comme plan d'action auprès des salariés qui hésitent encore, qui ne savent pas par où commencer? Quel pour toi serait vraiment le plan d'action idéal pour ces gens qui hésitent encore? Bah, le premier plan d'action, c'est de faire vraiment un budget. Mm. Vraiment dépenses, recettes, pour avoir vraiment une idée claire. Et quand je dis budget, c'est pas simplement notre budget de toute la vie de tous les jours, hein. C'est en comptant également, bah, en fait, nos dépenses de voyage. On regarde l'année passée, bon, j'ai dépensé 3 000 € en vacances, on l'inclut effectivement dans notre budget. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de mettre de côté et ensuite de ressortir l'argent parce qu'en fait, on doit repartir en vacances, on a payé un billet d'avion, tu vois. Donc en fait, ça, les gens, j'ai remarqué, en fait, le font pas. Ils prennent en compte leurs dépenses de la vie de tous les jours. Mais par contre, ils prennent pas en compte, en fait, les 1500, 2000, 2500 € qu'ils vont utiliser exclusivement pour les vacances et qui vont ressortir de leur épargne en réalité. Tu vois? Donc en fait, déjà faire un budget réaliste sur tous les aspects, déjà, dans un premier temps. Mm. Et je dirais pour moi, la méthode la plus efficace, c'est la méthode des 50-30-20. Que nos dépenses essentielles représentent pas plus de 50% de nos revenus, 30% pour les plaisirs,
et 20% pour l'épargne. Et ensuite de mettre de côté régulièrement et de prendre cette habitude de vraiment mettre de côté régulièrement. Et après, Mhm. pour les investissements, en fait, pour moi, il y a pas de règle dans le sens où ça va toujours dépendre de la situation. Combien tu payes en impôts? Est-ce que tu es célibataire, en couple, pacsé, marié? Quel est l'horizon de placement? Enfin, pour combien de temps tu veux placer ton argent? La réponse sera différente à chaque fois, tu vois? Donc après, le mieux, c'est de soit se renseigner soi-même, trouver les choses qui sont appropriées à soi, soit se faire accompagner. Il peut y avoir plein de conseillers comme moi ou comme d'autres, hein, il y en a beaucoup. Et enfin, se faire accompagner ou se renseigner soi-même, essayer de trouver toutes les infos qui correspondent à notre situation et les choses qui nous parlent. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de bien débuter. Et je pense que quand on contacte à Harold, en fait, ça commence par un audit patrimonial, c'est ça? Alors ça passe par un appel de découverte, donc c'est un appel de 15 D'accord. minutes, où déjà en fait je vois si est-ce que mon accompagnement est pertinent dans ta situation. Donc ça c'est un appel dans tous les cas qui est offert, pour tout état de cause, où bah, moi je prends 15 minutes, 20 minutes pour comprendre vraiment la situation en posant du coup toutes tes questions. Et après si c'est pertinent que qu'on puisse faire un accompagnement, bah, moi je te propose ensuite un vrai rendez-vous de découverte patrimoniale. On va prendre le temps de comprendre toi tes différents objectifs, tes horizons de placement, ta situation personnelle et ce que tu veux réaliser dans la vie, tes objectifs de vie. Et après ça, effectivement, moi je te proposerai une préconisation adaptée qui sera véritablement personnalisée. Et en fait, c'est également possible d'inclure ces enfants, notamment de mettre de l'argent de côté pour eux Ah bien sûr. sur des placements financiers, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je conseille toujours de d'ouvrir un compte à son nom et pour son enfant, mais à son nom plutôt que d'ouvrir un compte au nom de son enfant. Positif. Ah, ah ouais, pourquoi ça? Parce qu'en fait, si on ouvre par exemple un livret A au nom de son enfant, à partir du moment où son enfant aura 18 ans, il pourra l'utiliser comme il le veut, sans restriction. Alors que si typiquement on a mis de l'argent de côté depuis qu'il est tout bébé pour payer ses études et qu'on a mis le livret à son nom, bah en fait s'il veut tout claquer le jour de l'année de ses 18 ans pour un voyage à Ibiza, il peut le faire. Et Ok. ça en fait ça c'est déjà arrivé hein. C'est déjà arrivé des Ah choses ouais. comme ça. C'est pas une affabulation, c'est déjà arrivé hein qu'en fait à ses 18 ans, bah en fait l'enfant voit l'argent du coup qui est transféré à son nom et en fait qu'il utilise cet argent régulièrement, pas forcément pour payer ses études comme ses parents le voudraient, mais ben pour enfin voilà acheter des trucs ou partir en vacances etc. Et en fait ça c'est Ah des ouais, choses sur ok. lesquelles il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il vaut Hmm. mieux si on a des objectifs précis pour aider notre enfant financièrement, garder quand même les choses à son nom. Ça évite bien de maux de tête. C'est ça. Bah, du coup, Harold, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir accepté hein, de faire l'exercice avec moi, de pouvoir parler en fait aux salariés qui n'investissent pas, qui ne mettent pas de côté, qui ne planifient pas, ne sécurisent pas au mieux, parce que bien sûr on le sait, hein, on ne peut pas tout sécuriser à 100%, mais c'est quand même bien de prévenir, parce que ça aide quand même à la guérison en cas de souci. Moi, en tout cas, je suis tombé dans l'investissement à titre personnel il y a très longtemps, un peu par hasard, comme ça, sur Internet, parce que je dépensais beaucoup. Hein. Alors, lorsque tu commences à travailler, tu dépenses beaucoup, t'es pas habitué à avoir de l'argent et tu mets un certain temps hein, pour savoir comment gérer ça. Et ça m'a en fait beaucoup appris à tester plusieurs méthodes de gestion de son argent, plusieurs méthodes d'optimisation de ses dépenses, également la psychologie de l'épargne, hein, de l'argent. Lorsque j'ai des achats à faire, bah, je me pose trois fois la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Parce que une fois que l'argent sort, bah, il sort, il revient pas, quoi. C'est une dépense qui peut être utile ou qui peut l'être moins. Mais en tout cas, merci en tout cas d'avoir participé à ça. Et du coup, nous, on reste en contact et je crois que tu as un événement prochain, très prochain pour les personnes qui souhaiteraient te rencontrer à ce moment-là.
Oui, effectivement, ben, merci Jean-Paul. Évidemment, un plaisir toujours partagé d'échanger avec toi. Alors moi, j'ai un événement le 19 juin euh, sur Paris. Et l'intitulé de l'événement, c'est l'immobilier autrement. Donc, l'objectif Hmm. de cet événement, c'est de savoir comment ben, se générer des revenus complémentaires avec l'immobilier, sans pour autant acheter un bien immobilier, faire de l'immobilier Ah locatif, ouais, etc. et tout. Ou alors, effectivement, ok, ben, devoir faire un crédit absolument, et dans un cadre fiscal qui soit assez encadré, quoi. d'accord, d'accord. Ok. Et avec des revenus modestes, en tout cas. En tout cas, un capital de départ potentiellement modeste. Et du coup, c'est quand tu dis capital de départ modeste, c'est moins de 10 000 euros. C'est ça. Oui, oui. D'accord, ok. Ok, bah, c'est super intéressant, c'est super intéressant, je trouve, hein, comme masterclass, parce que ça montre un peu tout ce qui est possible hein, de faire, surtout pour ceux qui ont la chance d'avoir des économies, pour ceux également qui pensent à l'avenir et qui veulent construire de manière sécurisée, bah, c'est mieux de se faire accompagner par des professionnels qui vont vous aider à placer, à faire ces placements. En tout cas, moi, je me positionne essentiellement sur la partie en amont, celle de pouvoir faire de l'éducation financière pour les salariés, pour les aider notamment à prendre en main leur budget, à comprendre leur argent. Une fois qu'on comprend son argent, bah, on peut planifier l'avenir, on peut investir, on peut euh, faire ce qu'on doit faire euh, pour notre patrimoine. En tout cas, merci à toi, Harold. À bientôt. À bientôt.